Bonjour à tous, on est ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui. Les Passeurs, c'est un projet qui a vu le jour en 2020. C'est un collectif éclectique de gens qui sont rassemblés autour d'une envie commune. On a tous un lien plus ou moins lointain et plus ou moins émotionnel avec la montagne. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui ? On ne sait pas encore exactement. Et c'est ça qui est intéressant dans le design fiction, c'est qu'en fait, c'est à la fois intéressant, à la fois super flippant, c'est qu'en fait, il faut faire confiance au process. On va essayer, en une journée, d'aller produire des scénarios et d'aller parler de futurs plus ou moins désirables. Surtout, de créer ensemble. Et c'est vraiment de l'intelligence collective qu'on va aller chercher. Vous voyez, on est 60. On a vraiment rassemblé des profils qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est assez rare de réussir à faire ça, puisque souvent dans la montagne, on se réunit en silo ou au sein d'un même métier ou d'un même corps de métier. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir complètement le spectre des participants pour que ça génère des choses un peu inédites. Et on a des experts pour les accompagner, en plus du travail d'animation qu'on fait nous, et que les participants peuvent solliciter comme Joker, qui vont les aider à formaliser leur scénario et qui amènent une expertise spécifique. L'écoute sera centrale. À quel moment j'ai à dire ce que je dois dire parce que ça va servir ce qu'on est en train de mettre à l'œuvre ensemble et à quel moment en fait, j'aurai davantage de valeur à écouter ce qui se passe. Alors la méthode, 4 étapes. Fastoche. Le process, veille et analyse. Alors, on vous a envoyé des pâtés de liens et de références la semaine dernière. J'appelle ça faire ses devoirs. C'est qu'en fait, pour être bon en création de design fiction, il faut avoir fait ses devoirs. C'est-à-dire qu'il faut avoir étudié, lu ce qui se passait, être un peu au courant. Ensuite, imagination. Et là, on est vraiment imagination / idéation. C'est-à-dire qu'à partir de signaux forts et faibles, on va en choisir un certain nombre qui nous parlent. Et on va dire, OK, à partir de ces signaux-là, qu'est-ce qui pourrait se passer demain ? Donc l'idée, c'était de ne plus voir la montagne comme un terrain de jeu, mais bien comme un terrain de vie. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans un design fiction. On imagine qu'à un moment donné, il y aura un sujet de forte tension sur les sujets de l'eau notamment. Et à partir de ces événements déclencheurs, on va imaginer des nouvelles trames temporelles. C'est-à-dire qu'on va faire bifurquer des futurs. Et c'est à partir de ces futurs qu'on va bifurquer qu'on va passer en mode plutôt prototypage. C'est-à-dire qu'on aura, en fait, en fin de cette étape-là, on va voir ce qu'on peut appeler des embryons, des germes. À l'EMU, on appelle ça des germes de futurs. Et à partir de ça, on va prototyper, c'est-à-dire qu'on va écrire des scénarios. Donc on va créer les mondes dans lesquels se passent ces événements. Et surtout, on va concevoir des objets qui vont permettre, en fait, au reste de l'audience de se projeter dans ces futurs. Il faut faire vraiment confiance à la méthodo qui, sous couvert de bordel, est en fait hyper cadrée, mais qui se fait dans le bordel. Et donc c'est les allers-retours entre avoir une structure, des choses qui sont très timées, des ateliers, des consignes qui sont très précises, et à la fois réussir à libérer quand même la créativité des participants et des gens, et le fait qu'on va rebondir sur ce que dit quelqu'un, on va co-créer, etc. Vous avez 15 minutes en 1, 2, 3, 4 groupes, en gros, on vous laisse vous répartir. Et il faut un rapporteur par groupe qui vient, du coup après dans les 10 dernières minutes, partager ce bestiaire-là. Moi j'ai besoin de place. Ok, habiter les ruines. On passe vraiment par des phases où tout est vraiment très posé, puis d'un coup ça part en vrille, et hop, on resserre, on reformalise et on repart de nouveau dans de la création. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait un peu comme ça. On produit en parallèle une petite gazette en live, donc ce soir on repartira tous avec un journal qui donnera un petit peu un rendu de ce qu'on aura vécu aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir ce qui sortira à la fin de la journée. C'est les nouvelles gouvernances locales. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on imagine de nouvelles manières de décider ensemble localement. Et notamment en essayant d'innover par la forme. C'est de dire, en fait, peut-être que si l'organisation et le mode de décision local changent, il y a des choses qui vont changer concrètement sur le territoire. Et ce n'est pas forcément les politiques ou les sujets sur lesquels on travaille, mais des fois, c'est juste la forme qui définit le fond. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler comme ça. On était quasi unanime
thème, c'était le polycrise, la systémie, avec la notion d'incertitude et de fluctuation qui va avec. Donc là, c'est polycrise. Polycrise, systémie, qui amène l'incertitude. Et le dernier, on a mis l'opposition entre l'accélération et en même temps l'effondrement lent. Donc il y avait un côté, une espèce d'opposition entre ça s'accélère et pourtant on nous dit que ça s'effondre lentement. Voilà. Okay. Donc là, il y a quand même un lien, une corrélation entre... Enfin, moi, j'entends un lien entre polycrise systémique et puis cette notion de double vitesse à l'intérieur de ces enjeux systémiques. Okay. Je vais juste, moi, essayer de faire un exercice un peu de patatisation. La montagne est en fait, comme on partageait justement, en disant il n'y a aucune diversité, on est tous des gens plutôt blancs, plutôt de sexe féminin, et de se dire que la montagne, elle n'est pas encore vraiment pour toutes, quoi. Le sujet de la gentrification de la montagne se pose quand même sur qui vient, vous pouvez faire quoi, beaucoup de blancs en montagne, et finalement ça réinterroge peut-être qui sont les marges. Donc finalement, est-ce que les gens qui se vivent comme des nouvelles marges, apporteurs d'innovation, si c'est de la gentrification, ça n'a plus du tout le même statut, donc c'est vraiment intéressant de se questionner là-dessus. Je ne sais pas si ça résume ce qui a été dit là, mais c'est ce que ça me dit, moi. On a 45 minutes devant nous qui vont nous permettre d'aboutir à des scénarios, à des problématiques et ce qu'on appelle des flash turfus. Donc, le flash turfu, c'est un peu un flash info du futur, on a dit un souvenir du futur comme il nous était présenté tout à l'heure. Le truc important pour votre timeline, et je te rends la parole Camille, c'est qu'à partir de maintenant, il faut penser cerveau, gouvernance locale. Il y a des points qui convergent et non. Justement, tant mieux. Tant mieux. Si, je vais quand même essayer de faire un peu des liens, parce que du coup, on en a un qui est ressorti dans nos deux sous-groupes, le côté droit des vivants, non visibles, séparation humain, non humain, et on a rajouté aussi potentiellement l'IA. Où est-ce qu'on positionne l'IA là-dedans ? Le grand jeu, c'est d'avoir des choses qui sont très terre à terre versus des choses qui sont complètement folles. Et là, l'enjeu, maintenant, ça va être de vous mettre d'accord de c'est quoi l'espace-temps dans lequel là, vous avez envie de bosser, et c'est quoi le premier élément sur lequel vous voulez partir. Et là, du coup, vous allez devoir vous organiser pour faire émerger ces différentes étapes. Et on a une contrainte de temps qui est 15 minutes, donc il faut y aller. Bonjour à tous, et donc comme chaque fin de JT, en ce 25 septembre 2028, retrouvez-nous dans notre émission Rendez-vous en Terre Résiliente. Je vais rencontrer aujourd'hui Patrick qui va nous expliquer un peu le concept de son conseil local de résilience, le CLR. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus ? Juste pour replacer les choses dans leur contexte, le CLR a été créé suite aux dernières élections présidentielles, où je vous rappelle, il y a eu 20% de participation. Et l'idée, c'était de dire que jusqu'à nouvel ordre, il n'y aurait plus d'élections à proprement parler, mais des désignations. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de candidats, plus de listes, mais une communauté de personnes qui désigneraient les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes qu'elles jugent les plus compétents, les plus intègres, et surtout dans lesquels elles ont confiance pour administrer le territoire. L'objectif de ce conseil, devenir plus autonome, se passer des services publics et être dans une économie un peu plus du troc que du financier. On a choisi le premier sujet, c'est la nourriture, mais il fait partie de la santé, des abris, de l'énergie, la conservation de la nourriture. Et là, donc, il y a toute une liste que vous retrouvez ce soir dans vos tablettes. Mais je vais vous zoomer sur le tutobus. Donc le tutobus, le principe, c'est d'archiver tous les savoir-faire, parce qu'on a un vrai souci de formation, des savoir-faire ancestraux qu'on ne retrouve plus. Et pourtant, là, on est au mois de mai, il faut que dès le mois de décembre, on ait de quoi manger sur le territoire. Donc le tutobus, c'est le bibliobus qu'il y avait avant qui passait, qui maintenant vient avec des savoir-faire qui sont digitaux, ou complètement physique, mécanique et humain, avec un boucher, un charcutier par exemple, qui vient nous expliquer comment on va retrouver une certaine résilience alimentaire sur notre territoire dans les tout prochains mois. Ça va aussi dans un projet plus global d'une formation et d'une école. On va maintenant se tourner vers nos experts extérieurs qui ont quand même des petites questions
sur ce territoire. qui nous interroge sur ce scénario. La première, est-ce qu'un fonctionnement collégial de ce type est viable? Si oui, quelles sont les modalités? On trouve qu'il y a un énorme enjeu de représentation culturelle, raciale, religieuse, de genre, notamment à travers les enjeux aussi de gentrification de la montagne. Il y a un sujet d'attractivité du territoire versus l'équité de l'accès à ce territoire, qui nous interroge. Risque de l'autonomisation qui pourrait glisser vers un repli sur soi. Et puis, quelle mobilisation et quel rôle aussi des autres acteurs économiques, notamment les acteurs économiques de poids, les acteurs économiques structurants. Comment on les embarque dans ce genre de projet et puis quel rôle après ils ont? Est-ce qu'ils sont là pour mettre des bâtons dans les roues du projet ou justement qu'ils soient aussi moteurs dans ce genre de projet? La bossonite, ce virus dégelé d'un glacier des Bossons suite à la méga canicule de mars 2025, qui a décimé une grande partie de la population. À vrai dire, tous les plus de 50 ans qui nous ont quittés. Ce qui nous a poussé à trouver un remède, mais un remède aussi pour redéfinir nos gouvernances, du fait que les gouverneurs étaient quand même souvent des gens plus âgés que 50 ans. Du coup, pour continuer dans la mise en contexte, donc avec la population qui s'est décimée, on a eu aussi en 2030, suite aux vagues de déplacements liés au changement climatique, beaucoup de réfugiés climatiques qui, en 2024, on appelait ça des migrants. Mais ils ont trouvé refuge en montagne, ce qui crée une nouvelle diversité culturelle. Et l'arrivée de cette population a aussi amené une nouvelle vision sur le non-vivant, le non-humain, et a créé un lien différent. Et de là est sortie une loi en 2033 qui oblige les conseils municipaux à avoir des représentants non humains, donc dans tous les conseils municipaux, au même nombre que les représentants humains. Et nous sommes donc aujourd'hui au premier conseil territorial. C'est le CR du premier conseil territorial suite à l'arrivée de cette loi. Et donc on est en Chartreuse. Nous avons 9 personnes présentes. 3 personnes ont été désignées par notre chaman. 3 non-humains désignés par notre chaman, 3 entités désignées par l'IA, puisque l'IA a pris sa place aussi, 2 non-humains et 1 humain, et 3 humains qui ont été tirés au sort. La thématique de ce premier conseil municipal ou conseil territorial est l'eau et la relation au droit à la vie. Dans les différents sujets soulevés, le chaman et l'IA nous ont expliqué que sur les faits, il se trouve que si on veut sauver 200 000 fourmis, il faut éliminer 12 humains. Ça a été soumis au vote. On n'a pas vraiment le choix. Je ne sais pas si finalement on a décidé de buter les 12 humains, mais les arbres ont dit on nous a butés sans trop nous avoir demandé notre avis. L'IA nous a aussi présenté la consommation d'eau des humains versus les non-humains sur ces 10 dernières années. C'est une réalité, les humains ont une dette. Donc il a fallu savoir comment payer cette dette aquatique envers les non-humains. D'ailleurs, il y a eu une intervention notoire du Collège des végétaux qui a rappelé que s'ils les avaient laissés vivre, on n'aurait pas de problème d'eau aujourd'hui. Au prochain ordre du jour, il a été décidé une ouverture sur un prochain SCOT, à savoir le système de cohabitation des organismes terrestres. Les questions qui sont ressorties, du moins sur la partie du conseil territorial, c'est un peu la répartition des voix. Comment est-ce qu'on choisit le nombre d'actions par entité? Est-ce que c'est selon le nombre d'entités? Est-ce qu'il y a plus de fourmis en Chartreuse que d'humains? Donc, est-ce qu'elles ont plus de voix? Quelle valeur on donne à la vie de chaque entité? Est-ce qu'on a tous la même valeur ou non? Et j'avais noté quelle place du champignon. Est-ce qu'il n'y a pas un grand remplacement? Mais là, c'est pour toi. À ce propos, nous avons reçu une circulaire de la part de l'ONU, l'Organisation de la Nature Unie. Je vais vous la décrire. À destination du Conseil territorial. Donc c'est une circulaire de l'ONU, l'Organisation de la Nature Unie, et c'est une sorte de publicité pour ce champignon qui est un traducteur humain-non humain. Vous avez compris, ce champignon permet de communiquer entre les différentes entités. Effectivement, et on a ce côté qui se pose, cette question qui se pose, qui peut consommer ce champignon, à part les élus qui sont, du coup, les personnes qui sont au conseil, dont c'est obligatoire. Ce champignon est en lui-même un être vivant. Attention, la question hyper circulaire. Du coup, quel est son avis à lui? Est-ce qu'on peut le consommer?
Et tu es ressorti sur ce côté de métaphore de est-ce que finalement ce champignon qui nous permet de communiquer, c'est pas tout simplement l'écoute active ou bien pas tout simplement le mettre de côté l'ego, l'anthropocentrisme et pour savoir vraiment écouter les non-humains. Voilà. La méthode de débat qu'on va utiliser, c'est celle du bocal à poisson. On va faire 2 grands cercles et les chaises qui sont au milieu sont vides, volontairement. Parce que pour prendre la parole et s'exprimer sur ce qui viendra d'être présenté, il faudra aller s'asseoir et il faudra qu'il y ait toujours une chaise vide. OK? Donc, on a en permanence 3 personnes possiblement qui discutent et qui débattent du sujet. Et cette chaise est vide pour que dès que j'ai envie, tu as envie d'aller intervenir, tu t'installes et quelqu'un laisse la place. Ce qui a marqué les membres du groupe, c'était cette intégration potentielle du non-vivant dans nos instances de gouvernance locale et la chaîne de conséquences en cascade qui allait arriver. À partir du moment où il y a l'intégration des non-humains dans nos strates de gouvernance, on est passé par un conseil municipal, mais la première question, elle était le rapport à la vie. Fait, des fourmis, elle pourrait avoir gentiment envie de dire, les gars, combien vous nous avez écrasés ces dernières fois, vous coupez des arbres, vous trouvez toutes ces choses-là. Votre notion de préciosité de la vie humaine, elle est complètement caduque à partir de ce moment-là. Bon courage pour vos conseils municipaux. Et à partir du moment où non-humain il est dans nos strates, en fait, nos strates, elles vont complètement exploser et ça sera impossible d'amener de la politique humaine et de la faire fonctionner telle qu'elle a fonctionné jusqu'ici à partir du moment où vous mettez un élément comme cela. Et ça a apporté beaucoup de questions que peut-être, Colline, tu veux relayer. C'était pas non, en fait, c'était quand tu parlais du non-humain, on a eu milliards d'idées qui sont sorties et c'était dur, finalement d'arriver à ce spectre-là. Mais c'était un peu élargir aussi aux non-adultes. C'est un sujet qui a été posé aussi de se dire: «Mais en fait, c'est quoi la place des jeunes, dans ces décisions?» Et c'est pour ça qu'au début, on s'est dit: «Bah, venez, on bute tous les plus de 50 ans». Comme ça, on oblige finalement les jeunes à avoir leur place. Moi, j'ai envie de vous inviter à ouvrir les chakras, tant qu'on y est, allons-y. Par rapport à la question de la démocratie, d'autres civilisations avant nous avaient imaginé la démocratie et il faut être un peu modeste vis-à-vis d'eux. Ils pensaient en Grèce que ça allait très très bien, alors qu'il y avait, on le sait, qu'une partie des hommes qui avaient le droit de vote. Maintenant, on pense qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire un homme, une voix, ou une personne, une voix, un humain, une voix, en tout cas les adultes. Et avant de faire parler les fourmis ou les champignons ou les chamans ou l'IA pour les faire parler, peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait que qui peut prendre la parole sur des sujets et quel poids, notamment les jeunes. Étienne, je me permets de t'interpeller, mais tout à l'heure, tu plaisantais, je ne sais pas si c'est une plaisanterie, mais en disant peut-être si on est trop, c'est pas la question de plus faire d'enfants, mais d'avoir moins de vieux, donc peut-être de les tuer. Et merci, je suis dans ceux que tu voulais éliminer. Avec plaisir. Donc peut-être de s'interroger sur des modalités aussi de représentation qui ne seraient pas strictement un humain, une voix, mais justement, chacun peut s'exprimer sur les sujets qui le concernent. On sait que des hommes se sont permis de s'exprimer, donner leur avis et de peser sur les choix qui sont faits sur le corps des femmes. On pourrait aussi décider que ce sont les femmes qui ont à s'exprimer sur ce qui est fait de leur corps. Et pareil, sur d'autres sujets, on pourrait vraiment y aller tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre 2046 pour imaginer avec nos ressources et en plus de façon pas trop engageante, des modalités démocratiques, qui pourraient quand même s'appeler démocratiques, mais qui ne seraient pas ce système avec lequel on est né, pour la plupart d'entre nous, qui n'est peut-être pas indépassable, tout en restant de la démocratie. S'il y a parmi vous, des conseillers municipaux, des maires, enfin, je sais pas, des citoyens engagés, allez-y aussi depuis cette place-là. Alors moi, je vais parler plus terre à terre, mais de la schizophrénie en fait de l'être humain. On n'a pas de la gouvernance, mais on est resté autour de l'humain quand même, parce qu'on a beau construire des projets tous ensemble, coopératifs, comme quand on bâtit de manière plus concrète des espaces naturels sensibles, on est tous autour de la table et on bâtit, on est tous d'accord pour préserver l'environnement. Et quand on fait les réunions, tout se passe bien. Et c'est quand on rentre dans le mode opératoire, qu'on rentre dans les contraintes, chacun se réveille avec son petit truc. Je prends un exemple, nous on a construit un ENS sur la protection des falaises. Et quand on est rentré dans le vif du sujet, aujourd'hui tout le monde était d'accord, on va préserver l'environnement.
Et après, quand on a commencé à poser les arrêtés, ben là, pas de vol libre, là, pas d'escalade. Et ben, on a toutes les fédérations, les unes après les autres, qui ont levé la main et dit non, moi, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Par contre, au départ, tout le monde était d'accord sur le constat, tout le monde était d'accord de la voie à tenir. Mais quand on a commencé à poser les contraintes de notre zone de confort et de notre propre pratique, et ben, c'est là où on a vu les limitations. Parce que à quoi on est prêt à renoncer? J'ai en tête un beau texte d'Éric Decamp, un guide de haute montagne, sur le renoncement justement en alpinisme, et qui montre très très bien que renoncer, en fait, c'est ouvrir plein de potentialités. C'est pas du tout un échec et pas du tout quelque chose qui clôt, c'est quelque chose qui ouvre. Et aujourd'hui, notre gouvernance d'entreprise, en tout cas, elle n'est pas prête à renoncer à la croissance, elle n'est pas prête non plus à renoncer à la quête d'efficience. L'imperfection, elle ne l'accepte pas. Et du coup, moi, ce que j'essaie de toucher du doigt là, c'est que si l'entreprise n'est pas prête, mais qu'il n'y a aucun texte de loi qui régit le marché, qui le contraint, à quel moment en fait on trouve un système de gouvernance qui met tout le monde sous budget carbone, sous budget d'empreinte matière, sur budget d'occupation des sols, sur budget de biodiversité, etc. Et ça, c'est pas traité. Et je trouve que tant qu'on n'est pas là, ça ne marchera pas, quoi. En écoutant depuis pas mal d'échanges, là, je me dis qu'on a parlé de gouvernance, mais il faudrait se remettre à parler de gouvernement, parce que la gouvernance, c'est un peu une facilité de langage ou un euphémisme pour... alors, en sciences politiques, c'est le partage des rôles entre le privé et le public, mais bon, il y a quand même... il ne faut pas négliger la place des entreprises dans cette affaire, mais là, il y a de la politique, on en a un peu parlé, et donc la politique, elle fait du gouvernement, et souvent, on renonce à gouverner. C'est un peu pour se cacher derrière son petit doigt. Moi, mon problème présent, c'est que nous n'arrivons pas à avoir des formes de gouvernance déjà entre humains qui sont pérennes, saines, fonctionnelles. On y arrive à des micro-moments, à des micro-endroits, sur des micro-espaces spatio-temporels. Et du coup, quand je vois qu'on intègre le non-humain, je me dis, je me rajoute une couche d'hyper-complexité à l'endroit où c'est tellement complexe aujourd'hui qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Voilà, la métaphore de on cherche absolument à faire du polyamour alors qu'on n'est pas foutu d'être capable d'être en couple. Il y a vraiment cette phrase il faut se souvenir du futur, moi, que j'aime beaucoup, c'est de dire quand on travaille à explorer des futurs, en fait on imprime des mémoires. Et quand on se projette dans le futur, en fait c'est presque la même chose que si on avait des souvenirs. Et donc du coup, c'est de se dire comment ces différentes projections qu'on va faire dans le futur aujourd'hui, en fait on les aura en tête, en mémoire, quand il faudra prendre des décisions pour aujourd'hui. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est aussi qu'on se rappelle de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a projeté, même si c'est pas pour de vrai. Par contre, ça s'imprime comme un souvenir et ça peut nous aider à décider à d'autres moments. Et c'est en ça que c'est très précieux et très puissant. On vient collectivement de produire ça.